Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. La bataille diplomatique se poursuit toujours à propos de la région d'El Guerguerat. Comme nous l'avons tous suivi, le Maroc a réussi à nettoyer la région d'El Guerguerat de toutes les milices du Polisario et a assuré l'ouverture et la sécurisation du poste frontière et du mouvement du commerce international. La plupart des gouvernements, organisations internationales et ONG européennes, arabes et africaines ont tous salué le rétablissement de la libre circulation civile et commerciale dans la région d'El Guerguerat par le Maroc et dénoncé la violation par le Polisario de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Aujourd'hui, les Nations Unies et l'Union européenne œuvrent à rétablir la paix et à préserver la paix dans la région et l'accord de 1991, dont le Polisario s'est retiré officiellement. En même temps, le Maroc a mis en avant des projets de développement colossaux et des chantiers d'infrastructures aux multiples dimensions dans les villes de Laayoune et de Dakhla, dans le cadre des efforts consentis par le Royaume pour répondre aux besoins de la population du Sahara marocain, et ce, contrairement à ce que font les dirigeants du Front Polisario qui continuent à détourner les aides humanitaires internationales afin de s'enrichir aux dépens des personnes qu'ils prétendent représenter. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons décrypter tous ces derniers développements au Sahara marocain et l'avenir de cette région. Et pour débattre de cette question et faire le point sur ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes du dossier marocain et des affaires nord-africaines. Avec nous, M. Charles Dahan, un homme d'affaires et inventeur maroco-américain. Il est très actif dans les actions de bienfaisance. Il a émigré du Maroc aux États-Unis en 1973. En plus de ses nombreux intérêts commerciaux, M. Charles Dahan a soutenu le Maroc en tant que partenaire des États-Unis et il a été l'un des meilleurs ambassadeurs du Maroc aux États-Unis. Il est aussi le fondateur de l'association High Atlas Foundation. Il a eu également le privilège d'être décoré de la médaille honorifique nationale marocaine de l'ordre de chevalier par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2000, en reconnaissance de son aide et de son soutien au royaume. Avec nous également, M. Hicham Islam, qui a pris sa retraite après 20 ans de service dans la marine américaine avec un grade de commandant. Il est aussi consultant et expert en industrie militaire où il a travaillé de 2005 à 2009 en tant qu'assistant spécial du ministre adjoint de la Défense pour les relations internationales et en tant que tel, il est responsable des relations militaires des États-Unis avec les pays étrangers. Bienvenue à vous, messieurs Charles et Hicham. Mais avant d'entamer la discussion avec mes deux invités, nous allons d'abord joindre l'analyste de l'émission J.D. Gordon. J.D., comme vous l'avez entendu dans le lancement de l'épisode, le Maroc a lancé une nouvelle série de projets visant à mettre en place de solides infrastructures au Sahara marocain. Pouvez-vous nous renseigner sur les plus importants de ces projets ? Adam, il va falloir que le téléspectateur retienne l'envergure des investissements que le Maroc a mis en place pour améliorer ses infrastructures et renforcer des investissements dans la région. Des investissements qui se répartissent en 4 catégories. La première se rapporte au transport routier, comme vous voyez ici le projet de la double voie routière rapide reliant la ville de Tiznit à celle de Dakhla. Puis la liaison maritime entre Casablanca et Dakhla d'une part, et entre Laayoune et les îles Canaries d'autre part. Deuxièmement, le port de Dakhla, qui est l'un des ports internationaux les plus importants, avec un coût estimé à $1 milliard, et il est moderne et idéal pour un véritable développement durable de la région. Troisièmement, il y a les projets d'infrastructures hydrauliques. En plus du grand barrage de Guelmim et les 11 autres barrages qui visent à soutenir les projets agricoles et prévenir les inondations, il y a aussi des projets de dessalement d'eau de mer pour assurer l'eau potable aux citoyens.
La quatrième catégorie comprend divers projets de désenclavement et de développement se rapportant à la santé, à la justice, à l'éducation, le tourisme et d'autres initiatives qui visent à améliorer le niveau de vie de tous les habitants de la région. Je pense que si nous comptons l'ensemble de ces projets, nous constaterons que les efforts du Maroc sont continus, fructueux et réguliers visant le bien-être de la population, que ce soit au Maroc, dont les habitants du Sahara bien sûr, ou dans les pays voisins ou dans la région de façon générale. Il est important de souligner que le Polisario, par contre, n'a rien fait, mais alors rien du tout, alors que le Maroc a investi massivement dans la région et continuera de le faire, à mon avis, au profit de sa population et de ses voisins. Merci Gidi. Donc, comme vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, ces projets sont le fruit d'énormes investissements dans la région du Sahara marocain, s'élevant à des dizaines de millions de dollars, et ils représentent certainement une grande contribution au développement de la région. Nous reviendrons sur les détails de ces projets dans le cadre de notre épisode d'aujourd'hui. Je me tourne à présent vers vous, Monsieur Charles Dahan. En fait, l'une des raisons qui ont poussé le Maroc au début du mois de novembre à prendre l'initiative d'une action militaire en réponse à l'obstruction du passage d'El Guerguerat par la horde des bandits du Polisario, c'est que l'ONU n'a pas été en mesure de reprendre le contrôle de la situation. Le Polisario a pris d'assaut le passage d'El Guerguerat le 21 octobre et le Maroc a demandé à l'ONU d'intervenir afin de résoudre cette crise qui constitue une violation du cessez-le-feu. Et parce que les Nations Unies n'ont pas réagi face à ces actes, le Maroc n'a eu d'autre choix que d'intervenir militairement, non seulement en légitime défense, mais aussi pour soutenir la libre circulation internationale dans la région. Que pensez-vous du rôle des Nations Unies dans cette crise? Le secrétaire général de l'ONU n'a pas encore nommé le nouvel envoyé spécial au Sahara. Le président américain élu Joe Biden a annoncé son candidat pour le poste d'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Alors, à la lumière de l'échec des Nations Unies et de l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle administration américaine, vous attendez-vous à des mesures importantes prises par les Nations Unies pour faire face aux crises répétitives au Sahara marocain? En vérité, si on revient à l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, on note qu'elle n'a pas été efficace pour répondre au développement de la situation qu'elle était censée surveiller. Malheureusement, cela s'est produit dans de nombreux conflits brûlants partout dans le monde. Quant à la question du Sahara marocain et du Polisario, l'ONU a été un obstacle au processus de la paix et à la résolution du problème, plus qu'elle n'a été un acteur ou un élément de la solution. Et je ne m'attends absolument pas à ce que l'ONU change ses plans dans un proche avenir. Alors, pensez-vous que les forces des Nations Unies, la MINURSO, qui surveille le cessez-le-feu au Sahara, ne jouent aucun rôle autre que d'informer le secrétaire général de ce qui se passe dans cette région, et donc que ni la MINURSO ni le secrétaire général ne peuvent rien faire? En fait, la mission d'observation des Nations Unies au Sahara marocain est l'un des éléments qui a prolongé le conflit pendant de nombreuses années. Si l'ONU avait cessé de financer ce qu'elle appelait les réfugiés, elle n'aurait pas fait obstacle à la paix dans cette région. Malheureusement, l'idée d'envoyer la mission d'observation des Nations Unies est une idée excellente, mais pas efficace. Ceci ressemble à un chien de garde sans dents. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. En fait, l'une des causes du problème est qu'il est très difficile d'obtenir l'unanimité de tous les membres du Conseil de sécurité. Et sans l'approbation de ce Conseil, l'ONU ne peut pas avoir l'autorité politique pour faire quoi que ce soit. Même pas la volonté. Oui, même la volonté. Hicham,
Quand nous parlerons des obstacles, nous parlerons certainement du rôle de l'Algérie qui apporte le plus grand soutien au Polisario en lui fournissant des armes et de l'argent. Et en utilisant son pouvoir politique pour empêcher toute démarche diplomatique. En plus de cela, il existe maintenant de nouvelles preuves que le Polisario est soutenu par Al-Qaïda. Vous avez été un conseiller spécial du vice-ministre de la Défense pour les relations internationales et dans ce cadre, je voudrais vous poser deux questions. La première est de savoir si les États-Unis peuvent faire plus pour augmenter la pression sur l'Algérie pour qu'elle joue un rôle constructif à cet égard. La deuxième question, je vous la poserai après. Tout d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité à prendre part à votre émission. Sans nul doute, les États-Unis disposent de la première économie mondiale et de même que les jeunes de nos hommes et nos femmes ont formé l'armée la plus puissante au monde. Et grâce à l'économie et à la puissance militaire cumulée, nous avons certainement le pouvoir et la capacité politique d'influencer n'importe quel pays dans le monde. Vous avez dit la capacité politique. Les deux, le pouvoir et la volonté ensemble, parce que vous pouvez avoir le pouvoir, mais sans volonté, vous ne ferez rien. Par conséquent, la réponse est tout simplement oui. Les États-Unis peuvent sûrement influencer l'Algérie ou tout autre pays pour faire ce que les États-Unis veulent, quand ils le souhaitent et quand cela est inscrit à leur ordre du jour. Vous avez dit alors que l'Amérique pouvait le faire si elle le voulait. Nous passons maintenant, chers téléspectateurs, à une courte pause et après cela, je poserai la deuxième question à mon invité pour débattre de ce que l'Amérique peut faire. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Aujourd'hui, nous discutons des derniers développements au Sahara marocain, le rôle de la diplomatie et les prochaines étapes après le succès de l'action militaire marocaine pour sécuriser le passage d'Al-Guerguerat. Alors, ma deuxième question à vous, Hicham, est la suivante. Est-il possible que les États-Unis franchissent le pas et cherchent à imposer leur volonté politique à l'Algérie, surtout avec l'arrivée de la nouvelle administration? Permettez-moi ici de vous donner un exemple de ce que j'ai lu récemment. En fait, l'Algérie a demandé une augmentation du nombre de ses officiers qu'elle envoie pour étudier aux États-Unis aux frais des États-Unis dans le cadre d'un programme de formation militaire fourni par le département américain de la Défense. Selon vous, en tant qu'expert en la matière et sur la base de votre précédent emploi, est-ce que l'Amérique peut-elle, par exemple, dire à l'Algérie qu'elle va mettre un terme à ce genre de coopération si elle n'arrête pas son soutien franc au Polisario et si elle ne s'abstient pas d'entreprendre des actions qui pourraient conduire à une détérioration de la situation? Je veux toujours rester optimiste et la réponse est tout simplement oui. En effet, la question que vous posez est une très bonne question, surtout pendant cette période de transition d'une administration américaine à une autre nouvelle administration. L'idéal serait qu'on dispose de la nouvelle administration américaine et sur cette base-là, nous pourrons savoir si nous lisons bien entre les lignes et quel est le niveau de pression ou l'orientation qu'il faut suivre par rapport à cette approche particulière. Si nous revenons au sujet du programme américain de coopération et de formation militaire, nous trouverons que c'est un aspect simple car c'est le commandement central militaire qui détermine le nombre d'officiers que chaque pays peut envoyer aux États-Unis dans le cadre de la formation militaire. Mais généralement, il s'agit d'un petit nombre. En tout cas, les États-Unis ont la meilleure technologie et les meilleurs avions de combat. Et je sais très bien que l'Algérie est très intéressée par l'achat du F-16. Donc, il y a de nombreux domaines qui peuvent certainement nous aider à faire pression sur l'Algérie.
Pourquoi n'avons-nous pas fait ceci dans le passé? Peut-être pour de multiples raisons. La première est que la question n'était pas parmi nos priorités absolues. Deuxièmement, le Royaume du Maroc n'a peut-être pas réclamé cela avec insistance. Surtout que la relation américaine avec le Maroc est une relation profonde et durable, et vous en avez une très bonne idée. En effet, cela dépend vraiment de ce que le Royaume du Maroc nous demande de faire. Charles, comme nous l'avons entendu de JD au début de l'épisode, le Maroc a lancé des projets de développement et des chantiers d'infrastructure dans les villes de Laayoune et de Dakhla pour promouvoir les économies de ces villes au profit de leurs habitants. Vous avez passé de nombreuses années à soutenir le développement économique dans l'intérêt du peuple marocain et vous avez accumulé de l'expérience à cet égard. Quelle est donc l'importance de ces projets pour renforcer les liens du Maroc avec son Sahara et répondre aux besoins de sa population qui a des liens étroits avec le Maroc, contrairement au Polisario qui n'a rien fait pour les Sahraouis et qui prétend les représenter? Permettez-moi de revenir un peu sur l'histoire avant de vous donner la réponse. En fait, le Sahara était sous la domination espagnole de 1884 jusqu'à la mort de Franco en 1975. Et tout au long de ces années, et pendant près de 100 ans, l'Espagne n'avait créé aucun projet relatif à l'infrastructure dans la région. L'Espagne n'a pas construit de villes, n'a pas créé de conseils municipaux, n'a pas construit de routes, de bâtiments, alors que depuis 1975, le Royaume du Maroc a créé un grand nombre de chantiers sophistiqués relatifs à l'infrastructure et a annoncé l'année dernière le développement d'une station de dessalement avec une capacité de traitement d'environ 75 millions de mètres cubes d'eau douce par an. Le Royaume a mis en place également des pompes à très grande profondeur pour les eaux souterraines, car l'eau est d'une très grande importance dans cette région. En plus, le Maroc a bâti des aéroports, des routes et des bâtiments, et il a développé les villes du Sahara, son système d'éducation et de santé, qui sont tous sur la liste des priorités du Royaume. Si vous jetez un coup d'œil sur la réalité du Sahara sous la domination espagnole et la comparez avec ce que le Maroc a réalisé, vous trouverez une énorme différence et nous n'avons pas besoin de preuves supplémentaires pour démontrer la volonté réelle et effective du gouvernement marocain de développer le Sahara jusqu'à la région de Dakhla. Tout cela est assez clair pour les gens là-bas, n'est-ce pas? Absolument. Le Polisario interdit aux gens au camp de Tindouf de sortir de ces camps. Ils sont comme des prisonniers. On leur a proposé de venir au Maroc et de vivre dans la dignité sous la bannière du drapeau marocain, mais ils n'ont pas été autorisés à quitter ces camps. Et ceux qui ont défié le Polisario ont pris la fuite vers le Maroc, ne voudront pas retourner à ces camps. Hicham, j'ai lu un article dans l'Africa Times et je veux votre opinion sur cet article qui traite de la stratégie du Polisario. J'ai hâte de connaître votre opinion. Voilà ce qui est dit dans l'article. Alors que le Polisario espérait exploiter la crise d'El Gargarat pour récolter du soutien à sa thèse, la manœuvre d'amplifier cet incident s'est retournée contre lui. La décision du Polisario d'exploiter l'incident pour justifier son engagement d'un traité vieux de 30 ans ne lui fera gagner aucun ami. Fin de citation. Alors, à votre avis, est-ce que le Polisario a surestimé sa force? Oui, je ne crois pas vraiment que la solution à ce dilemme repose sur l'armement et l'usage de la force militaire.
puisque la volonté de recourir à la force est souvent le dernier recours. Je pense vraiment que le fond du problème ici réside dans la capacité de trouver un moyen de conquérir l'esprit et le cœur des habitants de ces camps et la capacité d'assurer les moyens d'améliorer leur niveau de vie. Et le plus important, c'est que toute aide internationale doit se présenter sous la forme de projets de développement et non pas sous forme d'argent, car cela permet à quelques-uns de s'enrichir en détournant cet argent, alors que la majorité vit là-bas sans même disposer d'eau potable. Alors la crise ne sera donc pas résolue militairement. Je ne recommande pas d'opter en cette période pour la solution militaire, au moment où le Royaume du Maroc peut s'assurer la victoire, car il est le parti le plus fort, le plus instruit et le plus moderne et qui peut assurer les moyens d'améliorer le niveau de vie de cette population et la rend encore plus fidèle. Charles, durant la dernière minute de l'épisode qui nous reste, je vous donne la parole pour un dernier mot. En fait, tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent a trait à la dimension militaire, à la dimension du développement économique, à la dimension diplomatique. La question que je vous pose maintenant est de savoir si nous sommes arrivés à un tournant. Pensez-vous que la patience de la communauté internationale à l'égard des actes et provocations du Polisario et de l'Algérie est épuisée et que la communauté internationale s'oriente encore plus en faveur de la position du Maroc et de son initiative d'autonomie sur son Sahara? Selon la vision américaine, les camps de Tindouf sont considérés comme un terreau du terrorisme dans l'avenir. Et nous sommes conscients que la région du Sahel est actuellement visée par ce groupe en raison du manque de contrôle des frontières et de la fuite des terroristes du Moyen-Orient qui étaient soutenus par la Libye en plus de l'Algérie, et leur devise actuelle est perdant-perdant. Le monde entier s'oppose maintenant à toute forme de terrorisme qui se cache derrière l'islam et qui se développe à l'intérieur de ces camps. Ces mouvements n'ont plus d'échappatoire. Alors, chers téléspectateurs, durant tous les épisodes et les discussions au fil des ans à travers cette émission, nous nous assurons jour après jour que le Maroc est sur la bonne voie. Le Maroc agit comme un pays responsable, alors que le Polisario et l'Algérie ne font preuve d'aucune responsabilité. Il est évident et assez clair que le Maroc est la partie la plus respectée par la communauté internationale et que le moment est venu pour être plus strict envers le Polisario, qui a violé l'accord de cessez-le-feu. Il est évident que le Maroc accorde un intérêt particulier à la population du Sahara, contrairement à ce que font le Polisario et l'Algérie. En fait, on espère bien que la nouvelle administration américaine prendra des mesures nécessaires sur cette question, là où les Nations Unies ont failli. Merci à vous tous, merci Hicham, Charles, merci également à l'analyste de l'émission J.D. Gordon. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention et à bientôt.